Aujourd'hui, nous recevons un invité d'exception, une personne qui a un parcours extraordinaire. Les gens vont toujours impacter dans l'endroit où ils sont originaires. Il faut avouer une des raisons qui m'amène au basket aussi, c'est que dans mon école, j'étais au lycée d'État de l'Estuaire à l'époque, quand je passais, les basketteurs avec toutes les belles filles de l'école. Ok. Je comprends un peu. Non, ça, c'est un point clé très important. La prochaine fois que j'ai eu connaissance où j'étais là, c'est ma femme qui me dit que ça fait presque 2 mois que je suis dans le coma. Waouh. Énorme. Même, tu n'y crois pas. C'est comme me montre ma Oui. photo où tu es comme un mort. Tu es juste allongé comme ça, quoi. C'est même des mois après que mon beau-frère a pris une photo de moi dans le coma qu'il m'a montré. C'était un truc de dingue. On dit merci Dieu pour tout. Hein. Ah ouais, franchement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Après, je pense qu'on va peut-être switcher ce sujet parce que c'est un sujet, quand j'en parle, juste moi, ça me fait un peu un truc. J'aime qu'on puisse beaucoup parler de ton côté bien et tout. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast qui est très très spécial. Vous allez vous en rendre compte dans le déroulement. Vous verrez pourquoi je dis ça. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons un invité d'exception. Une personne qui a un parcours extraordinaire. Et je ne vais pas en dire plus. Juste vous rappeler que, contrairement aux autres fois, je suis cette fois-ci en co-animation avec une personne qui n'est pas du tout inconnue du grand public, qui n'est pas inconnue de vous. Il s'agit de Rachid Idossa, qui fait un travail excellent, en tout cas, dans son domaine, qui est le basket. Je ne vais pas en dire plus. Rachid, dis bonjour. Bonjour Mariano, bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Et toi? Ça va super bien, on est là et ça bouge quoi. Nickel. Alors, je vais parler de Rachidi. Ensuite, je vais parler de notre invité du jour. Alors, il faut que je le dise quand même. C'est quelqu'un d'important, de très, voilà, qui a un parcours, comme je le disais, extraordinaire. Il est conseiller technique au sport du ministre des Sports du Bénin. Je sais que vous avez commencé par deviner de qui il s'agit. Ahmed, bonjour. Bonjour Mariano, bonjour Achidi. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce podcast et de pouvoir échanger, d'apprendre de vous aussi, de partager. Très bien, merci beaucoup. Merci bien. Ahmed, pour ceux qui ne te connaissent pas ou ceux qui te découvrent, que dirais-tu si on te demandait de te présenter? Wow, je pense qu'il faudrait au moins 15 podcasts. Carrément. Non, la vérité, parce que moi, je suis comme un chat, j'ai eu plusieurs vies. Très bien, Donc, c'est intéressant. Si je dois me présenter, Ahmed Taoufik, aujourd'hui, comme tu disais, conseiller technique du ministre des Sports Benoît Dato, en charge de la jeunesse, des loisirs et du handisport. Mais avant ça, c'est un jeune béninois qui a eu l'opportunité de grandir, passer une grosse partie de sa vie au Gabon. Donc j'ai vécu longtemps entre le Gabon et le Bénin. Comme je dis tout le temps, mes amis de l'école, c'est des Gabonais. Et mes amis des vacances, c'est des Béninois. Parce que chaque été, papa nous faisait rentrer à Cotonou. On passait tous les 3 mois. À l'époque, les vacances, c'était 3 mois. C'est-à-dire de juin jusqu'à septembre ou octobre, tu étais là. Et on passait ça à Cotonou, à Sénan et à Akpakpa. Et j'ai eu l'opportunité d'arriver très, très jeune dans le basket. Grâce à ma mère, mais elle n'a pas fait exprès. Et j'ai toujours une anecdote, beaucoup n'y croient même pas. En fait, j'arrive au basket parce que ma mère m'offre une paire de Jordan 6 Carmine. Et j'ai même une copie même dans ma collection de basket. Et à l'époque, c'était l'époque où tu achetais les chaussures à Missebois, 5 000, 10 000. Là. Le fameux marché. Le fameux marché.
Et à l'époque, en fait, maman, pour te dire, pour te situer, ma mère, c'est une illettrée, hein, elle connaît ni lire ni écrire, mais c'est une commerçante. Mm. Donc, elle arrive au marché de Bissebo, elle prend 10 000, elle prend 2 paires de baskets, elle rentre, elle me les dépose à la maison à Libreville. Moi, je mets les chaussures, j'arrive au collège, mais tout le monde est dingue de ça, quoi. En fait, à l'époque, c'est des paires qui coûtaient 100 et quelques mille. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ben, je vois pourquoi tu t'es bien habillé en Jordan. Mais Ça veut dire je que suis- c'est une belle histoire d'amour. c'est une belle histoire d'amour. Moi, on aura l'occasion de développer parce que Super. j'ai eu l'opportunité de travailler pour Jordan aussi. Ah tu vois, oui. dans- Non, faut pas. tu Voilà. vois, On va garder, on nos va invités vraiment hein. Tout le long du podcast, ils Voilà, vont il y a trop découvrir de- les il y a choses. trop Les biscuits en même temps comme ça. voilà, grandi au Gabon. Après, j'ai eu une grosse partie. Le basket a pris une grosse partie de ma vie. Mm. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une grosse partie de ma vie. Mm. Le sport aussi. Et après, voilà, évolution. J'ai eu l'opportunité d'aller jouer aux États-Unis au basket, Mm. au niveau high school, au niveau universitaire, etc., etc. Donc, on aura l'occasion. Sinon, si je dis tout là, C'est ça. les C'est gens ça. vont finir, ils vont parler au bout du podcast. Exactement. Alors, on va revenir un peu au début. Tu as notifié, et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas, notamment le fait que tu as fait le Gabon. Alors, tu es né où? Tu es né au Bénin ou tu es né au Gabon? Au Bénin, et après, je suis arrivé très tôt au Gabon. Où? Tu étais né, tu es né où? À Porto Novo. Ok. Je Tu es originaire de Porto. Porto. D'accord. Ouais. Très bien. Est-ce que Rachidi savait ça? Bah, ça, je ne le savais pas. Mais je sais que la majorité des tournois, des camps d'entraînement, c'est à Porto Novo. Ouais. Peut-être que je comprends maintenant un peu pourquoi. Bon. Après, il y a Paracou, mais beaucoup aussi à Justement. Porto Novo. Donc, Moi, j'aurais dit que tu étais né à Paracou. exactement. Non, en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très différent dans tout ce que je fais. Ok. Et du coup, comment dire, j'ai jamais suivi la ligne droite, en fait. Ok. Ouais. Et donc, beaucoup de gens pensent que je suis de Paracou. Non, je suis de Porto Novo à la base. Mais j'ai toujours cru à un truc. Parce que souvent, et je le dis devant tout le pays entier, les gens vont toujours impacter dans l'endroit où ils sont originaires. Ouais. Donc, je ne suis pas forcément d'accord sur cette logique-là. Tu es béninois. Tu es béninois, voilà. Voilà. Moi, je suis béninois, par exemple, pour vous dire. Bon, là, le premier endroit, l'un des premiers endroits où j'ai une propriété, où j'ai possédé quelque chose, c'est à Ouida. Ah oui. Donc, tu as la vision, en fait. Merci. Parce que tout ce qui se passe là en ce moment-là. Moi, je vois Ouida. Tout ce que vous voyez, dans Ouida, là, aujourd'hui. Ouais. Moi, je voyais ça pendant que c'était la forêt. C'est voilà, c'est la preuve que tu es un homme de vision, tout simplement. Exactement. Voilà. En tout cas, donc voilà, tu es né à Djaché, la ville aux trois noms, comme on dit, Exactement. Porto Novo, Adjaché, Hogbonu. Exactement. Et donc, tu as fait une partie de ta vie au Gabon. Oui. Du coup, explique-nous, si tu veux bien, comment tu t'es retrouvé au Gabon, voilà ce qui s'est passé. Alors, moi, mon père il est maintenant à la retraite, professeur de maths et sciences. D'accord. Donc, à l'époque, il y avait une grosse diaspora. Il y a toujours une très grosse diaspora béninoise au Gabon. Et mon père fait parmi des précurseurs de cette diaspora-là. Donc, mon père, ça fait plus de 50 ans qu'il vit au Gabon. Donc, nous, on a grandi. Il y vit encore. Ah, mon père, il vit encore. Ah ouais. Au Gabon, c'est ce que je demande. Oui, mon père, il vit. Ah oui. Il vient au Bénin. Là, il va venir là bientôt. Il vient au Bénin et tout. Mais en fait, il vit au Gabon, il vit au Bénin. C'est comme un président d'Afrique qui va en visite officielle dans son pays. Voilà, je te promets. Non. Donc, du coup, mon père vit toujours. Mon père, il a enseigné 3 générations d'élèves au Gabon. Donc, même quand il est allé à la retraite, c'est des enfants qui disaient que monsieur, vous avez enseigné ma grand-mère. Ouais. Respect, monsieur. Ah ouais, donc du coup, nous, on a baigné dedans avec mes sœurs et on a fait les allers-retours. Et l'une des beautés, et ça, c'est quelque chose que, quand j'étais petit, ça me dérangeait un peu, mais maintenant que je suis à l'âge que j'ai, je suis très heureux de ce que mon père nous a fait, parce que mon père, en fait, il nous obligeait à parler Yoruba à la maison quand il était à Libreville. C'était obligatoire. Il disait, vous pouvez parler ce que vous voulez dehors, mais chez moi, c'était en Yoruba. Et du coup, aujourd'hui, on a ces racines-là. Je parle même Yoruba mieux que certaines personnes qui sont nées et grandies à Porto Novo, tu vois. Et donc, je remercie pour ça.
Mais quand tu es enfant, quand on force à faire ça, tu n'aimes pas. Si tu as C'est ce qu'on fait avec contraignant. mes enfants, je les taquine avec ça aujourd'hui. Mais c'est du bagage culturel qui est très important, quoi. Tout à Super, fait. hein. Franchement, Mm. moi je félicite le père pour tout ce qu'il a fait. Parce que quitter le Gabon, le Bénin, tout ça, le mouvement, franchement, c'est énorme. Après, moi, si je dois te poser une question là, maintenant, c'est au Bénin, tu t'es installé, tout ça, le basket. Comment est-ce que justement tu as commencé? Parce que tu as joué le basket au Bénin. Beaucoup ne savent pas en fait que tu as vraiment joué au Bénin, en fait, le basket. Moi, personnellement, je ne le sais pas. Je vois des photos, mais franchement, je ne peux pas dire en plus sur l'histoire, en fait. Ouais. Mais déjà, comme je t'expliquais, moi, le Bénin, je venais en vacances. Donc, je jouais vraiment tout sur tous les playgrounds. C'est-à-dire, je n'ai pas joué en club au Bénin, mais je viens là, à l'époque, on appelait Palace des Dopo, là. Ouais. Comment on appelle ça maintenant aujourd'hui, là? Soweto. Soweto. Oui. Ouais, Au centre Carrefour, là. Mais si tu vois les gens de ma génération, moi, je dunkais sur tout le monde là-bas, à Soweto, tu vois. Une Africa, pareil. Je fais parmi les jeunes qui ont dunké sur tous les anciens là-bas, tu vois. Et Porte-Nouveau aussi à Charles de Gaulle. Tu vois, c'est tous les terrains que j'écumais. Et moi, j'ai toujours eu un truc, même quand j'étais au Gabon, je faisais le tour de tous les terrains de basket pour aller défier quelqu'un. Je voulais être le king, donc j'allais être Ça, c'est tous l'ADN du basket, ça. Voilà, j'allais dans tous les endroits, tous les quartiers, j'allais là-bas dunker sur tous les gars. Voilà, c'était ça ma vision. Et après, donc, quand je suis allé aux États-Unis, je suis revenu, j'ai joué pour l'équipe nationale du Bénin. Et au Gabon, j'ai joué à tous les plus hauts niveaux là-bas. Très jeune, j'étais parmi les meilleurs basketteurs du Gabon. De ma génération, je me compte parmi les 5 meilleurs basketteurs du Gabon. Ouais, respect. Hein. Et un petit peu avant, tu avais dit que la personne qui t'a donc transmis cet amour pour le basket, c'était maman. Avec... Sans faire exprès. Hein. Oui, sans faire exprès. Donc, raconte-nous l'histoire derrière Jordan. Voilà, comment c'est parti et à quelle occasion tu as eu l'opportunité de voyager, d'aller aux États-Unis pour aller poursuivre ta carrière. Est-ce que c'était dans le cadre des études? Et après, voilà, comment c'est arrivé? Ok, mais ça, c'est une histoire, c'est une question pertinente et les gens ne se rendent pas compte parce que moi, ça fait partie des miracles, moi, de ma vie. Je pense que j'ai toujours eu plein de miracles. Et ben déjà, ma maman qui m'offre cette chaussure que je mets, que je vais à l'école. Et tous mes potes, quand ils me voient débarquer avec la basket, la première chose qu'ils disent, c'est que, mec, c'est pas comme aujourd'hui, hein, où tu peux mettre tes baskets n'importe comment. À l'époque, si tu mets une Jordan, tu dois savoir jouer au basket. En fait, c'était, tu mets une Jordan, c'est que tu es un basketteur. Oui. Tu vois, il y avait des chaussures pour les tennisman, il y avait des chaussures pour tout le monde. Donc, c'est surtout à Libreville, il y avait une grosse hype autour des paires de basket. Au Bénin, il n'y avait pas encore ça. Parce que le Gabon était super en avance de ce côté-là. Du coup, c'était à l'époque des Jordan, à l'époque des Reebok Pump, des Iver. Non, les Iver sont arrivés après, mais c'était plutôt Jordan et Reebok. Et donc, du coup, il y avait aussi les Adidas Artillery, c'est ça, les torsions. Voilà. Et donc, quand tu arrives à ce moment-là, un de mes potes qui s'appelle Abdel Falish, Abdel, c'est lui qui me fait, mec, lui, il était déjà bon. Il était plus jeune, non, il était un peu plus âgé que nous, mais il était très bon au basket déjà. Et on le regardait jouer à l'école et tout. Oui. On était dingue de lui. Il était parmi les meilleurs. Et donc, c'est lui qui me fait, mec, il faut que tu viennes jouer au basket parce que tu ne peux pas être crédible avec ça. Tu ne peux pas porter ce truc-là. À l'époque, moi, je jouais au football. Faut jouer au basket. J'étais gardien de but au foot. Ah oui. Ouais, j'étais gardien. Ah, j'étais très bon. Et donc, c'est comme ça que je commence ce basket. Donc, je commence ce basket et tout. Et aussi, il faut avouer une des raisons qui m'amène au basket aussi, c'est que dans mon école, j'étais au lycée d'État de l'Estuaire à l'époque. Quand je passais, les basketteurs avec toutes les belles filles de l'école. Ok. Je comprends un peu. Non, ça, c'est un point clé très important. Il faut dire la vérité. Tout gars. était à tes pieds. Gars. En plus, si tu bosses, tu sais jouer au basket, eh ben... Tu vois, et en plus, c'était associé. Hein, c'était sans manquer de respect aux autres sports. Hein. Moi, je joue au foot. Moi, je débarque, tu vas jouer au foot. Et à l'époque, nous, on jouait à la plage. Donc, quand tu sors du foot, tu as le sable un peu partout. Tu es en mode crado. Et les gars du basket t'arrivent. Les gars sont beaux, ils sont frais. Les gars, ils ont des belles paires, des beaux maillots, des beaux shorts. Avec le style et tout. Avec le style et tout. Et sans manquer de respect aux autres sports, la majorité des gars étaient aussi très brillants à l'école. Ah, c'est gâté, comme on dit. Je te jure. Tu vois, un peu comme toi, tu vois certains gars avec des belles lunettes, un peu machin. Gars, oh, je reçois des fleurs là. Je te jure. Et donc, quand je sortais du basket, je passe à côté du gymnase.
ça m'attirait toujours. Je disais, putain, ils ont trop de chance, les gars. Quoi. Et les filles sont toutes les belles filles du lycée étaient toujours avec les gars là. Ah ouais. Et je disais tout le temps, non. Moi, je dis non. J'ai envie d'être comme ces gars. Tu choix vite fait, quoi. Ouais. Non, j'ai envie d'être comme ces gars. Et donc, c'est comme ça qu'on m'amène. J'ai un entraîneur, mon premier entraîneur qui est mon formateur, qui est comme un père aujourd'hui, qui s'appelle Lasseni Raymond. On le surnommait le chat. Un des meilleurs basketteurs aussi de sa génération à l'époque. Donc, c'est lui qui fait le club de basket. Ça s'appelle Ogoni. Le premier club de basket où j'intègre. Est-ce qu'il était béninois, lui? Non, tout ça, c'est au Gabon. Ma formation, tout ça, c'est... Non, enfin, je demandais s'il était béninois, lui, parce que j'entends non. Ogoni. Ogoni, ça sonne un Oui, peu Ogoni, béninois. ça sonne un peu... ouais. Après le Gabon, le Bénin. Il y a beaucoup de sonorités qui sont similaires. Ok. Alors, ouais. Déjà, Il y a le une grosse fond, histoire. tout ça. Voilà, il y a une grosse histoire. Surtout partie Mienais, du Gabon et tout. Tu vois, c'est des pays côtiers. Donc, il y a beaucoup de connexions, on va dire. Tu vois. Et donc, du coup, très tôt, je me lance dans le basket. Et ma mère, elle décède quasiment 1 an après. Oh là là. OK. Paix à son âme. Paix à son âme. Et du coup, à ce moment-là, je passe une phase où je broie vraiment du noir, où tout me tombe dessus, le monde s'écroule. Et là, donc je me relève en me disant, bah, écoute, à un moment donné, c'est bien que tu sois triste, c'est bien que tout ça se passe comme ça, mais il faut que tu te ressaisisses quand même. Donc, malgré la douleur, j'essaie de me ressaisir. Et c'est là où j'ai ce déclic là dans ma tête, où je me dis, est-ce que cette paire de baskets, est-ce que c'est pas une transmission? Est-ce que c'est pas quelque chose que cette dame-là t'offre qui va peut-être combler son absence? Et donc, à ce moment-là, je me mets à fond dans le basket. À fond. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Mais des heures et des heures. J'arrive à l'école. Bon, je ne conseille pas aux enfants, mais je séchais les cours, quoi. Je séchais les cours. Après, ça va, j'étais très doué, donc... Pas besoin d'être là. Voilà, exactement. J'allais à l'école, j'avais les bonnes notes, j'avais beaucoup de chance. Après, attention, ça, c'est pour les génies. Hein. Voilà, mon père est prof de... Comme j'ai dit, mon père est prof de maths et prof de sciences. Donc, déjà, pour te dire, moi, en 6e, je corrigeais les devoirs des gens de 3e. Ah oui. Oui, c'est moi qui corrigeais les devoirs pour mon père. Mais en fait, finalement, tu es un surdoué. Bon, à l'époque, on ne disait pas ces mots-là. À l'époque, on ne disait pas ça. Mais oui, aujourd'hui, je peux me considérer comme ça. En fait, aujourd'hui, quand je regarde, oui. Parce que mon papa, il venait, il déposait les notes. Et c'est moi qui corrigeais les devoirs au crayon. Et lui, il repassait avec quand il avait plein de trucs, il disait, allez, corrige, moi, ça, je corrigeais ça. Et lui, il venait derrière, il mettait la note en rouge. Mais c'est moi qui faisais ça. Donc, j'avais quand même, on va dire, j'avais beaucoup d'aptitudes. J'avais beaucoup d'aptitudes. Papa nous challengeait beaucoup à la maison. On avait accès il y avait de la lecture, il y avait plein de choses et tout. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, en fait, de ce côté-là. Okay. Et donc, très tôt, je progresse rapidement, vu le nombre d'heures que je mettais et tout. Et en quelques années, je me hisse parmi les meilleurs basketteurs du Gabon. J'ai gagné la Coupe du Gabon avec un club qui s'appelle Ikanda. On allait en Coupe d'Afrique. À l'époque, il y avait une Coupe d'Afrique des Nations. Il y a le championnat d'Afrique. Quand tu es champion de ton pays, il y a le championnat d'Afrique des clubs. Oui. Et quand tu gagnes la Coupe de ton pays, tu faisais la Coupe des clubs champions. Voilà, la Coupe des clubs champions. Okay. C'est bien, ça change. Il n'y a plus tous ces trucs-là. C'est bien. Ils ont ramené ça, mais franchement, c'est parti encore. Franchement, ça n'existe pas. Après, c'est la BL maintenant qui est en train de remplacer ça. Voilà. Et au Bénin, il y a ça en ce moment? Non, le Bénin ne participe pas. Non, le Bénin ne connaissait pas que ça. des tournois de 3x3, c'est ça? On avait joué contre l'Afrique du Sud. Hein. Ah oui. Oui, je parle de Yapapet et Zouave, tu vois. Du coup, en fait, tu as représenté avec ton club le Gabon, on va dire. Oui, carrément. Okay. En fait, c'est comme ça. Donc, quand ton club est champion, tu vas jouer contre les autres champions africains. Okay. Tu vois, ça, je l'ai fait. J'ai été champion avec mon lycée aussi au Gabon. D'accord. Plusieurs années. On a battu, pendant longtemps, et on a battu le grand club de l'époque au Gabon qui était nos rivaux Capo, contre qui on a joué. Mais c'était des derbies. Au Gabon, à l'époque, quand on jouait les matchs, il y avait 2-3 000 personnes dans les gradins. C'était un truc de dingue. Les gens s'accrochaient sur les poteaux. C'était un truc de malade. Franchement, si j'arrive à retrouver dans les archives, j'essaie de vous trouver des photos. Il y avait du monde. On était, nous, quand on allait au match, on était comme Michael Jordan et
On était comme ça. On signait les autographes, on avait des fans. Ah ouais, carrément, oui. des autographes. Quoi? Carrément. Ah, c'était un autre niveau Ah là-bas. non, mais c'était comme niveau high school aux États-Unis. Ouais. C'était Ok. un truc de dingue. Ok. Moi, j'ai même des gens qui me suivaient au stade, qui portaient mon sac et des trucs comme ça. Ah oui, la star. Ah non, c'était un truc de dingue. Moi, j'étais genre comme Michael Jordan ou Scottie Pippen dans notre région. C'était un truc de fou. C'était vraiment... C'est trop dommage qu'aujourd'hui, tous ces trucs-là sont perdus et tout. Au Gabon, il y avait un autre championnat, le championnat scolaire, qui s'appelait l'OXU. Mais quand il y avait l'OXU, c'était tous les jeudis. Mais les gens quittaient les lycées, ils marchaient des kilomètres pour venir voir l'OXU. Il y avait un autre truc qui était trop bien, c'est que tous les samedis, il y avait des matchs interlycées. C'était des matchs amicaux, mais c'était des trucs qui drainaient du monde. Ouais. Par exemple, un autre grand lycée, il vient contre notre lycée, mais dans notre lycée. Nous, on allait dans leur lycée, etc. etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai progressé. Et après, j'ai eu l'opportunité donc, d'aller continuer aux États-Unis. Ok. Dans le cadre des études ou que Alors, basket? dans le cadre, en fait, j'ai une bourse D'accord. pour basket et études. Ah oui. Dans le Voilà. sport études. Ah oui. Sport-études. Oui, parce que tu faisais partie des meilleurs de ta génération. quand même. Exactement. Donc, j'ai une bourse. Et pareil, cette bourse-là, c'était une bourse partielle. Et du coup, ça fait parmi les autres miracles de ma vie parce que pour partir, il fallait quand même avoir les moyens financiers. Ouais. Donc, tu as le I-20, mais il faut quand même que tes parents aient les moyens de t'envoyer là-bas. Donc, tu as une bourse partielle. Et là, pareil, c'est un autre miracle de ma vie parce que moi, mon père n'avait pas les moyens de me payer les études. Qu'on soit honnête. Et donc, pareil, là, j'étais rentré maintenant au Bénin. Et c'est une amie qui m'aide. Et même l'amie, paix à son âme, qui est décédée aujourd'hui. C'est vrai, quelqu'un que j'aurais aimé chérir aujourd'hui parce que grâce à elle, ma vie a basculé. Moi, je me rappelle, je fais l'entretien à l'ambassade. Et à l'époque, quand je fais l'entretien à l'ambassade des États-Unis, j'avais les papiers de banque, le virement de mon père. Et le consul, à l'époque, me regarde les papiers, il me dit, mais ces trucs-là, ça ne peut pas aller. Ça ne va pas le faire. Et même là, c'est là où j'étais destiné à aller parce que normalement, même le consul, il ne te dit pas que ça ne va pas. Il te dit directement au revoir et il te met direct derrière. Tu vois? Et le consul, donc, en fait, il me dit ça, il faut que tu changes ça. Et donc, c'est comme ça que je retourne voir une de mes tantes qui était à la banque. Elle me dit, ah, mais parle avec Baiki et peut-être qu'elle peut t'aider. Et c'est cette Baiki-là que aussi j'ai rencontré. J'ai fait sa connaissance peut-être 2 ou 3 semaines avant. Rien n'arrive au hasard. Fortuitement comme ça. Fortuitement. Et c'est elle qui... et quand en fait, je l'ai rencontrée, voilà. J'étais à son anniversaire. Et on a cliqué. Tu vois, en fait, des fois, tu as des gens, vous vous croisez une fois, mais tu as l'impression que vous êtes toujours connus toute votre vie, tu vois, et ça a marché. Et le jour où on lui dit, ouais, Ahmed a besoin de ça, 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 elle n'a même pas hésité. Elle a dit, ouais, vas-y, prends mes bank statements. Et c'était une jeune demoiselle, mais qui était une femme d'affaires, qui fait plein de trucs. Et c'est grâce à elle que j'ai mon visa pour aller aux États-Unis. Wow. Ouais. Belle histoire. Ouais. Belle histoire. Donc sans elle, je ne sais pas ce que je serais devenu, peut-être autre chose, mais pas ce que je suis devenu aujourd'hui. Et donc c'est comme ça que finalement, le consul valide mon visa. Et en plus, c'était même marrant parce que quand j'arrive au consul pour le visa, j'étais le seul cette journée-là d'interview qui a fait l'interview en anglais. Ah oui. Ah ouais. Tout le monde, quand on demandait French, English, français. Tout le monde. J'étais le seul. Et pourtant, ce n'est pas l'anglais que je parle aujourd'hui qui est complètement fluide, mais au moins, j'avais toujours cette envie-là, ce courage-là. J'ai toujours adoré. J'ai fait l'anglais. Bon, je me suis dit bien débrouillé. Et la preuve, je suis parti. Et aussi, moi, j'ai toujours un truc, c'est même un conseil que je donne aux jeunes aujourd'hui. Quand vous allez à un entretien, n'importe quel entretien, que ce soit entretien d'embauche, que ce soit entretien pour visa, quoi que ce soit, on vous demande toujours à la fin, est-ce que vous avez une question, vous avez quelque chose à rajouter? Mon conseil pour vous, dites toujours oui et posez une question à la personne qui vous interviewe. C'est très important. Ça montre ta confiance en vous et ça change complètement votre entretien. Et donc, du coup, le consul à l'époque, donc tu imagines un jeune, tu es là, tu vas aller aux États-Unis, tu es en train de trembler parce que c'est toute ta vie qui est en train de basculer. Et tu vois un consul qui te dit, tu as une question? Moi, je dis oui, j'ai une question. Et là, lui-même, il est surpris.
Parce Ah que ouais. peut-être habituellement, les gens ils disent non. Tout le monde panique à ce moment-là. Parce Ouais. que tu veux. En fait, quand tu arrives, c'est je veux vite Et quitter, oui, en fait. quitter. Surtout quand on te dit ça. Non, parce que tu te dis, il ne faut pas que je dise un truc qui va cacher, voilà, gâcher tout ce gâter. que Ouais, vous gâtez ouais, les il histoires. vaut mieux laisser les Voilà. choses comme ça. Et donc, il me dit, ouais, est-ce que tu as une question? Je dis, ouais, j'ai une question. Il me dit, vas-y. Et je dis, where you from? Tu viens d'où? Oh. Ah. Le gars, il me regarde. Hein? Who's the guy? Ouais, who's this guy? Tu vois, genre, tout le monde panique et tout. Et là, il me dit, I'm from Arkansas. Et là, je dis, you really? Oh, you're a Razorback. Et là, il panique complètement. En fait, si tu veux, l'université d'Arkansas, l'emblème, c'est, entre guillemets, le facochère. Mm. Donc, on les appelle les Razorbacks. Tu vois? Mm. Et ça, en fait, c'est un truc, c'est typiquement quand tu as une connaissance de la culture américaine que tu dis ça. C'est ça. Connais, toi. Tu Mais il a vois? compris direct. Il a compris que ce gars-là, machin. Et en plus, dès que j'enchaîne, j'ai dit, mais donc, tu es du même état que Bill Clinton. En fait, Bill Clinton était gouverneur de l'Arkansas. Le gars, il panique encore plus, quoi. Et là, je lui dis, mais l'université d'Arkansas était en finale de la NCAA en telle année, contre UCLA. Ah contre ouais. les Tu as Ferro marqué Banner. les points, ça a Non, augmenté, le quoi. gars, il est devenu dingue. Il dit, mais ouais. Et en fait, du coup, il était dans cette fac. En plus. Parce que les Ah. Américains sont attachés à ça. Donc, lui, il était originaire de l'Arkansas. Il a fait la fac, le Razorback. Ouais, donc, il a fait l'université d'Arkansas, le consul de l'époque. Tu vois? Et donc, le gars, il découvre un gars. Et donc, moi, je connaissais les États-Unis par cœur. Parce que je connaissais toutes les grandes universités. Je connaissais quasiment tous les États. Parce que quand tu es fan de NBA, tu as quasiment une ville par État. Ah ouais. Tu vois? Mm. Du coup, quand tu connais les 30 villes de la NBA, tu connais 30 États déjà Ouais. quasiment. Quasiment, Mais tu vois. ouais. Et donc, je déroule tout ça. Et finalement, on poursuit l'entretien carrément. Lui et moi, du coup, on est en train de débattre de tous ces trucs-là, quoi. Et donc, finalement, c'est tous ces trucs-là qui ont facilité mon visa. Et que j'ai pu partir aux États-Unis. Après, là-bas, j'ai joué en high school la première année. Après, je me blesse. Je reviens quand même. Je bosse toute une saison. Je me fais les ligaments. Je reviens, je remonte la trempe. Après, je passe à l'université. Après, j'ai fait 3 ans d'université là aussi, 4 ans d'université là-bas. Ensuite, quand je termine mes études, moi, ma femme donc, que je rencontre, qui était ma copine à l'époque, elle est française. Donc, la mère de mes enfants, Tatiana, aujourd'hui. Et à l'époque, du coup, on décide, donc finalement, quand je fais les études, parce que quand je faisais les études, elle et moi, on était à distance. Donc, elle venait aux États-Unis. Moi, je venais en France. On a vécu 7 ans comme ça. Ah oui. Et c'est quand j'ai terminé, maintenant que moi, je suis venu en France. Arrivant en France, pareil, j'arrive en France, donc je fais mon master, je fais mon MBA à Paris. Ok. Et lors de mon MBA, un jour, pareil, je me balade à Châtelet. Et là, je passe devant la boutique Nike de Châtelet, qui maintenant c'est une boutique ASICS. À l'époque, c'était Nike, c'est juste en face du KFC. C'était Nike avant, Ok. au Hall. Et donc, j'arrive, je rentre dans la boutique, et là, je me dis, tiens, c'était la première boutique spécialisée en basketball à Paris. Il n'y en a plus maintenant. C'était que basketball Ok. là-bas. Il n'y avait pas autre chose. C'est-à-dire, tu avais tout ce que tu avais, tout ce qui est Jordan, tout ce qui est basket là-bas. Et donc, je dis, mais tiens, j'aimerais bien aller pour un petit boulot ici, peut-être un samedi et dimanche, pour m'occuper un peu. Et là, je rentre le directeur. Donc, il me dit, ouais, t'inquiète, ça nous intéresse. Il me dit, est-ce que tu as un CV lettre de motivation? Je dis, ouais, bien sûr. Donc, je vais, à l'époque, il y avait des cybercafés à côté. J'imprime mon CV, ma lettre de motivation en français et en anglais. Ouais. Les gars avaient rarement vu ça à l'époque. Et donc, je lui ai déposé 4 feuilles. Déjà, lui, il est surpris. Et il me réinvite pour un entretien. Je fais l'entretien. Bon, là, je fais ça court. Et finalement, il est tellement surpris de ma personne et de ce que j'apporte. Moi qui voulais travailler juste le week-end, le gars, il me propose un contrat en 35 heures. Ah ouais. Carrément. En manager. En plus, hein. Donc, moi, je voulais juste un petit boulot de vendeur. Il me fait, non, ton profil et tout, nous, on veut te prendre en vendeur. En manager. Et donc, j'arrive. Donc, mon premier boulot chez Nike, je suis directement manager. Et je fais mon master en temps plein en même temps. Ah oui. Ouais. En mode alternance, façon. Voilà. On a dû même... parce que même, c'était presque interdit, en fait. Tu n'avais même pas le droit de Mais faire oui, bien sûr, parce Tu que vois? tu as droit à quoi? Mais quand on 20 vient des heures. States, ça. Voilà. 20 heures par semaine. Voilà, quoi. tu as droit à 20 heures par semaine, tu vois. Tu as droit à 20 heures par semaine. Et donc, du coup, moi, j'ai dit, let's go, let's do it, tu vois. Comme just do it. Ouais. Et donc, le matin, moi, je faisais...
Donc voilà, donc moi je lui envoyais mon emploi du temps de mon MBA Hmm. les quelques semaines avant, Ouais. et il adaptait mon emploi du temps du boulot à ça. Et donc j'ai bossé comme ça pendant 2 ans, j'ai eu mon master, et donc quand j'ai eu mon master, j'étais déjà employé à temps plein chez Hmm. Nike, tu vois. Et donc c'est comme ça que chez Nike on explose les chiffres avec la boutique qu'on avait, on explose tous les chiffres, on faisait des trucs de dingue. À l'époque, on faisait des lancements de Jordan. Ouais. Donc, quand les Jordan sortaient, on avait lancé un concept, on les sortait la nuit, à minuit. On faisait une grosse fête dans la boutique, on invitait les gens, ça mangeait, ça buvait, Ok. ça faisait une grosse stuff et on a explosé les chiffres. Chiffre d'affaires, on bat tous les records de l'année. Hmm. Et l'année d'après, je me retrouve assistant directeur sur les Champs-Élysées. Ah ouais. Pareil, j'ai comme toujours Jordan et basketball. Donc, je m'occupais de tout ça, je m'occupais de ça pendant plusieurs années. J'ai continué à faire monter le chiffre d'affaires. J'ai mis des process, des trucs en place qui n'existaient pas chez Nike. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup d'employés chez Nike, ils ont des formations sur les chaussures. Mm. En fait, moi, je créais des formations sur... je racontais l'histoire des paires. Comme j'étais fan des paires, je connaissais toute l'histoire de toutes les paires. Donc, quand je venais, je formais les employés sur telle Jordan, pourquoi elle est comme ça, pourquoi il y a telle couleur. Le storytelling. Ah, c'est digne d'un vrai manager, ça. Voilà, pourquoi les lacets sont comme ça, pourquoi il y a le 23 écrit comme ça, pourquoi se retourner. Et je racontais toutes ces histoires-là, je faisais des formations, tout ça. Et les chiffres d'affaires explosaient. Et à telle enseigne que Nike Europe, chaque semaine, ils avaient les chiffres d'affaires. Et ils disaient, mais pourquoi au Hall, les chiffres sont plus hauts chez Jordan que dans notre boutique? Et ils sont venus, ils ont fait une enquête. Et moi, j'ai dit, non, moi, je faisais les formations. Et donc, j'ai commencé à envoyer les formations à toute Nike Europe. Ah oui. Ouais. Donc, En plus, c'est tu toujours es des places. bilingue, donc c'est everywhere. Quoi. Exactement, c'est ça. Donc, du coup, donc c'est comme ça que j'arrive sur Nike, sur Jordan et tout ça, quoi. Du coup, tu as. Je ne sais pas si Rachid, il y a une question. Bah, en fait, déjà, par rapport à tout ce qu'il a dit, j'aurais voulu lui demander comment est-ce qu'il a passé l'adaptation aux États-Unis parce que quand on quitte l'Afrique pour aller, Ouais, ça, j'avoue déjà la météo et tout. c'est ça. Est-ce que rapidement tu peux nous dire ça avant de peut-être revenir sur une autre question? Et même peut-être, hein, comment tu fais le rapprochement avec ton retour en France et voilà, petite Ouais, mais comparaison. déjà, c'est une très belle question, Rachidi. Hein. Je vais te raconter. J'ai ma première anecdote, ok? J'arrive au State. Oublions même la météo, tout ça. Oublions tout ça. Genre, j'arrive. J'étais dans une famille noire américaine. Ok. Une famille, entre guillemets, adoptive. D'accord. Ok. Je n'ai jamais oublié ça. Donc, les gars me récupèrent. C'est mon coach qui me récupère, me ramène chez la famille. Donc, imagine le petit Béninois qui a vécu au Bénin tranquillement, qui arrive au State. Déjà, plein les yeux, tu es content, l'aéroport, Ouais. machin. Déjà, ma première chose, avant même de... donc, moi, j'étais dans le Kentucky. OK? Mais je m'étais toujours promis un truc. Et ça, j'ai dit, même quand j'ai eu mon visa, que je voulais partir, et que j'ai dit à mon père, je ne pouvais jamais rentrer aux États-Unis sans passer par New York. Ok. Ça, c'était ma vie de cœur. Tu es fan de basket, Ouais. donc fan de hip-hop. Donc, j'étais à fond dans tout ça. Donc, même si je devais aller dans le Kentucky, mon avion devait atterrir à New York. Double escale. Donc, je suis arrivé à New York déjà. Donc, j'encaisse d'abord les buildings, les gratte-ciel, les trucs de ouf. Mais par contre, le truc de dingue que je vais vous raconter, je ne vous mens pas. Hein. Quand j'étais gamin, quand je jouais au basket, je rêvais des États-Unis. Le jour où je suis arrivé à New York, tout ce que j'ai vu, j'avais vu ça en rêve. Ah ouais. Les bâtiments, l'aéroport, les voitures que j'ai prises, tout ce que je voyais, j'avais déjà vu ça en rêve. Je jure. Ça, c'est un scoop. Hein. Vous l'avez certainement jamais entendu nulle part. Clairement. Ouais. Et donc, après, j'arrive. Et donc, je fais d'abord une journée à New York. Je kiffe ma vie. Et après, je prends le bus. Je fonce maintenant dans les méandres des États-Unis, tu vois. Et donc, première chose, quand j'arrive dans la famille d'accueil, je rentre dans la maison. Il y a un pitbull. Oh. La peur, on est terrifié là. Déjà, nous, nos petits chiens du pays, là, déjà en route, là. Je rentre, je vois le Tu dis, pitbull. mais tu as fui. C'est quoi ça? Je n'ai jamais oublié, il s'appelle Diablo. En plus, le nom. J'ai fait, what? Oh, et on me dit, genre, je vais vivre avec lui, là. Je fais, non, je ne peux pas.
Je tremble et tout. Non, moi, ils m'ont tout dit. Il est gentil. Il ne veut pas. Oh, soit lui, soit moi, il y a qui va pas rester dans la maison. Et finalement, du coup, ça fait partie des adaptations. Ouais, bien finalement. sûr. Ouais. Ouais. Je me suis adapté et c'était un être humain, un chien merveilleux que j'ai kiffé. Même là, avec la famille, il est décédé il y a quelques années. Voilà. C'était même triste, quoi. C'était même le chien, quand il me venait, je rentrais à la maison, Mm. il venait se poser sur mes jambes et tout ça. Oui, après, t'as l'hiver, t'as tous ces trucs-là, mais je voulais sortir un peu, quand tu parles d'adaptation, je voulais sortir un peu de Ouais, De l'ordinaire. de l'ordinaire, tu vois. Mais c'était vraiment ça, l'adaptation. Mm. Et après, comme j'ai dit, moi, j'ai toujours été fan des States. Donc, je connaissais beaucoup de choses Des déjà choses. sur le pays. Déjà, Mm. c'est quoi ton culture. équipe préférée, NBA? Alors, moi, je n'ai pas d'équipe préférée NBA, mais je suis un LeBron James fan. Cavaliers ou Lakers? Hein? Ben là, du coup, je suis Lakers maintenant. Ok. Donc, moi, genre, j'étais Miami fan quand on était à Miami. Il est ému, lui. Cleveland quand on était à Je suis Cleveland. je suis Lakers, donc, tu vois. Voilà. Et donc, maintenant, Lakers. Déjà, LeBron, j'ai toujours kiffé, mais mon roommate à New York, j'ai jamais vu un gars qui aimait LeBron James comme ça, quoi. Le poster. Ah ouais. Mon roommate, depuis que LeBron high school disait tellement que ce mec-là va révolutionner, et il te fatiguait avec ça. Et c'est lui qui m'est rentré dans la tête. Il m'est rentré dans la tête, et après, quand tu vois aussi. Moi, je suis une fan aussi de Jordan, tu vois. Je suis de l'époque aussi, je rentre les deux. Et ce que LeBron James a juste fait en termes de stats, en termes de longévité, en termes d'où il a amené le game, je trouve que c'est juste dingue, quoi. Et à un moment donné, tu peux être, même si je suis fan de Jordan générationnellement, il faut reconnaître que le king est le king. Tu vois ce que je veux dire. Et aussi, moi, le truc qui est dingue aussi, et ça fait partie de ce que je dis toujours, c'est pour ça que je dis, beaucoup de gens, la mentalité, et c'est ce que j'emporte toujours avec moi, et je crois que je vais l'emporter jusqu'au jour où je vais mourir, la mentalité américaine, c'est un truc de dingue. Est-ce que tu te rends compte, un enfant de lycée, ok, qui tatoue sur son dos, le chosen one, l'élu. C'est-à-dire, imaginez aujourd'hui un enfant de 15-16 ans qui se dit que moi, je vais être le prochain grand basketteur du monde. Ouais. Et qui prend le C'est courage fort. d'écrire ça sur son corps. C'est fort. C'est fort. C'est pas évident. Et après, 22 ans plus tard, tu es toujours là. Tu Incroyable. domines toujours. C'est dingue. Wow. À un moment, il faut... Long vie au king, comme on dit. Ah ouais, c'est ça, longue vie, ok. Ouais. Et du coup, Ahmed, la prochaine question, c'est par rapport, on va revenir au Bénin. Tu as ton association Enfants du Bénin debout. Comment est-ce que tu crées l'association et pourquoi ce nom et déjà quoi? Ben, le nom, déjà, je vais commencer par là. C'est ma femme qui a choisi le nom. Une grande fan du Bénin. Ouais. Ma femme, pourtant, elle est blanche française, mais on s'est connus au Bénin. Ah oui? Ouais, Ok. beaucoup de gens ils pensent qu'on s'est connus en Occident. Non, elle était jeune étudiante et elle faisait l'humanitaire. D'accord. L'une de chez moi à Ok. Kwakwa. Comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc, du coup, on réfléchissait sur un nom. Je disais, mais pourquoi pas comme l'hymne national Enfants du Bénin debout? Là, ça vu que l'objectif, parce qu'on a créé l'association ensemble, l'objectif, c'est d'aider les jeunes à se lever, à s'émanciper en utilisant le sport. Donc, c'est comme ça qu'on crée C'est le bien nom de trouvé, en l'association. tout cas. Ouais, c'est très bien trouvé. Et du coup, moi, on commence l'association en 2009. Et donc, l'idée, c'était de faire un peu ce que moi, j'ai eu. Mon genre de parcours, créer ça aux jeunes. En fait, utiliser le basket pour les permettre d'aller au State ou venir en France par rapport au basket. Tu vois. Et aussi, pour ceux qui n'arrivent pas à aller en France, de donner les atouts pour réussir dans le sport et dans la vie. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça qu'on crée l'association. Et l'inspiration me vient des États-Unis, parce que c'est aux États-Unis qui créent ce qu'on appelle le give back. Ouais, le c'est côté, les Américains ont tout ce truc-là, redonne à ta communauté, redonne à ton lycée, retourne à ton université. Et c'est comme ça que moi j'arrive dans ce mindset-là. Et je me dis, tiens, moi j'ai eu la chance de venir aux États-Unis, mais comment je fais pour que d'autres jeunes béninois aient cette chance-là? C'est ça un peu. Et ces give back là, on le voit déjà. Il y a Arzika, Candice, t'as Toundé, t'as plein de Zorfa au Garbage récemment, plein de joueurs, joueuses justement qui aujourd'hui vont vers les States. Franchement, on ne peut te dire que chapeau quoi. Merci, mais c'est ça en fait. Moi je me suis dit, moi j'ai peut-être eu cette chance, mais comment j'ouvre la porte pour d'autres jeunes béninois à ça? Et comment on fait pour que d'autres jeunes béninois fassent mieux que moi? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, comme tu as cité, on a Arzika, on a Candace, on a Sourfaou, on a, par exemple, Jean-Fabrice Dossou,
que peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas, qui est un jeune Béninois qui joue en Pro B à Nantes. Ça, je ne le connais pas. Ah, il faut regarder. Jean-Fabrice Il Dossou. faut. Hein. Ça, il faut Il a joué à regarder. Orléans. Il a joué à Orléans. Il était dans le 5 majeur d'Espoir Pro B il y C'est a noté. quelques années. C'est pas rien. Ouais, et là, il joue à Nantes, là. C'est un des meilleurs rebondeurs ici en Pro B. Tu vois, mais lui n'est pas à l'Ostec, mais lui il est venu plutôt en France. Ok. C'est des jeunes que j'ai eu l'opportunité d'impacter. Tu vois, aujourd'hui, on a Tunde Yessoufou, qui joue à Baylor, un des meilleurs freshmen de tous les États-Unis, qui détient le record de points marqués dans la high school en Californie. Tu vois, voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé avec Enfants du Bénin debout. Et du coup, depuis là, je me bats pour aider la jeunesse béninoise à travers le sport. Aujourd'hui, on a des jeunes qui, depuis l'année passée, des jeunes de 15 ans. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire du Bénin. De faire voyager des jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, de quitter le Bénin pour venir jouer un tournoi en France. Aujourd'hui, on a des gens qui vont au tournoi international, Alain Massif à Chessy. Ouais. Là, avril prochain, on a encore une deuxième année, des jeunes qui viennent encore. Donc, Enfants du Bénin, on continue à développer. On a le centre de sport, éducation qui est à Paracou. On a fait le terrain de basket. Là, on est en train de finir la bibliothèque. On a un projet colossal qui va se faire sur ce centre-là. Et après, on a envie de dupliquer le centre dans différentes villes du Bénin. Donc, c'est vraiment des choses... c'est une vision qui est dingue. Et comme je disais, moi, j'ai toujours eu cette vision-là du Bénin qu'on peut impacter avec le sport depuis longtemps. Ça fait 17 ans que je suis dedans. Ah oui, quand même. Je sais pas, ça, c'est énorme. 17 ans, c'est beaucoup. Ah oui. Et moi, j'avais envie de poser une question. Donc là, tu prends la décision de rentrer au Bénin. Est-ce que c'était exclusivement pour l'association ou c'était pour t'y installer et travailler un truc? Parce que quand on est jeune, rentrer comme ça dans son pays juste après quelques années, c'est pas souvent évident. C'est pas évident, mais moi, c'est ce que je m'étais toujours promis, moi, en fait. Ok. J'ai toujours eu ça en tête. J'ai toujours eu le fait... Et même quand j'étais allé au consulat à l'époque, c'est ce que j'avais dit. Moi, je vais chercher la connaissance pour venir aider à construire. Ça a toujours été ça dans mon mindset. Et donc, du coup, après, c'est pas non plus un truc que tu te jettes comme ça. Tu vois, j'essaie de préparer comme tu peux, tu vois. Donc, du coup, quand j'ai senti que le moment était le bon, je me suis dit, ça c'est le temps d'aller redonner. Mais déjà, avant, j'allais déjà chaque année au Bénin, je redonnais... Je fais le plus grand camp de basket du Bénin, qui a dévoilé tous les petits dont on a parlé. Ça, je le fais déjà depuis plusieurs années. Chaque année, je fais des camps de basket. Et là, tous les astres se sont croisés, quoi, entre la dynamique aussi qui se fait en place par le président Talon depuis 10 ans, comment le Bénin bouge, les infrastructures, tout ce qui se fait, les 22 stades, etc. À un moment donné, tout coordonnait à ce que c'était maintenant le moment pour y aller et le moment pour vraiment être sur place et impacter, quoi. Parlons de président. On t'a vu quelques fois avec le président Emmanuel Macron. Je veux dire, on est dans la même direction parce que c'est la question que j'allais poser justement aussi. Il y a cette photo, on voit comment on appelle Véronica Keïta, on voit comment elle s'appelle Bilal, qui est aujourd'hui au State, il est dans l'armée. Bilal au State, ouais, on a oublié Bilal. Donc il y a pas mal de visages béninois. Franchement, c'est quoi l'histoire derrière vraiment ce camp? À l'histoire, en fait, voilà. C'est pour ça que je dis aux jeunes, bossez dur. Travaillez quand personne ne vous voit. Grindez. Mais pendant que vous êtes dans ces périodes sombres que vous grindez, il y a toujours des gens qui vous observent. Je vous garantis ça. En gros, c'était tout simple. Il y avait... c'était le premier sommet Afrique-France à Montpellier. Et le président Macron, dans sa vision de l'Afrique-France, a voulu changer les choses. D'habitude, c'est le sommet France-Afrique, où c'est juste les présidents et tout. Lui, il a voulu utiliser les jeunes de la diaspora qui impactent. Et donc, c'est le premier sommet où c'était le président de la France avec des OSC, donc des associations, en guillemets. Et donc, c'est comme ça qu'on m'a sollicité pour organiser un match de basket entre des jeunes béninois et des jeunes de Montpellier. C'est pas à n'importe qui qu'on demande ça. Même pas du tout. Et donc, Bilal, que tu vois, Véronica, tous... Il y avait l'autre là aussi, Gloria, t'es vous dirais. Il y avait Gloria, il y avait Ilimat. Amunda, oui. Tu vois Les deux sont en France aujourd'hui. Exactement. Donc, toutes ces filles-là sont venues du Bénin exprès pour jouer contre des jeux de Montpellier et de rencontrer Macron. Ah ouais. Énorme. Hein. Ça, c'est...
Et moi, je me rappelle au tout début, quelques mois avant, l'Élysée me contacte. On me dit, Ahmed, on veut organiser ça pour le sommet. Et c'est toi qu'on a identifié pour faire venir ces jeunes-là. Est-ce qu'on se rend Il y a compte de ce qu'on a en fait, en Les vrai, gens ne se rendent pas compte. Hein. oui, justement. Oh. Ailleurs, je pense que tu aurais été beaucoup plus adulé que ça. Les gens ne se rendent Ben- pas compte. Après, moi, comme je dis, moi, tout ce que je fais pas ça pour attendre des fleurs. Tu vois, Je suis d'accord. Et voilà, un truc clé que j'ai oublié de mentionner. Bah, je voulais pas non plus sauter. Donc, à l'époque, avant que j'aille au State, donc, c'était mon rêve de vie. Et je suis quelqu'un qui me médite beaucoup et je prie beaucoup. Et j'avais une conversation avec Dieu à l'époque. Parce que je savais que mes moyens ne pouvaient pas me permettre. À l'époque, si tu n'es pas enfant de ministre ou de quelqu'un de très riche, tu ne peux pas aller aux États-Unis. Il faut être honnête. Les gens comme moi ne vivent pas cette vie-là. Honnête. Mais j'avais promis, moi, à Dieu. J'avais dit à Dieu à l'époque, si tu me fais le miracle de me permettre d'aller aux États-Unis, je te promets, tout le reste de ma vie va être dédié à la jeunesse africaine et béninoise. Et c'est comme ça que tous ces miracles ont pu être opérés. Que j'ai eu cette fille-là qui a pu me sponsoriser, tous les trucs que j'ai eu là. Et je suis garanti, c'est pour ça aujourd'hui. Ben, regarde, mon accident, je l'ai eu, j'allais à Parakou pour aider des jeunes. Tu vois? Ma vie, c'est ça. Et que j'ai 1 franc en banque ou 0 franc ou 10 milliards, je vais continuer à impacter la jeunesse africaine et béninoise à travers le sport. Toute ma vie. Et Dieu te donnera toujours l'énergie, cette volonté, cette foi de pouvoir continuer ce que tu as commencé. Amen. Et je ne sais pas si Rachid, il a envie de rechuter sur une autre question, mais tu as évoqué ton accident. On t'a vu un peu avant. Le président Macron était en visite officielle au Bénin. Ouais. Tu faisais partie de ces jeunes-là qui étaient à la Marina, exactement. qui étaient aux côtés du président à Montaigne. Voilà, on t'a vu tout ça. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Écoute, tu sais, c'est un truc de dingue. C'est pour ça, la vie, c'est... faut vivre tous les moments. C'est comme on est là, il faut absorber les moments. Et vivre tous les moments à fond. Parce que tu sais jamais le moment où ça va finir. Ben, c'était un truc de dingue. On était avec Macron, le président Macron. Après, il faut que je précise un petit truc. Moi, j'ai été sélectionné parmi les 100 meilleurs jeunes qui impactent l'Afrique. Donc, les 100 Young Leaders. Et on était parrainé. Donc, du coup, on est parrainé par le président Macron et aussi Macky Sall. D'accord. L'ancien président sénégalais. Le président du Sénégal. Donc, c'est les parrains de cette époque. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'ailleurs de le rencontrer aussi, que je connais aussi, au Sénégal. Et donc, du coup, on était 7 Béninois parmi ces 100-là. Et donc, c'est les 7 Béninois qu'on avait rencontré le président Macron quand on est venu au Bénin, à Montaigne, passer une journée magnifique. Après, on est allé à Seme City, c'était extraordinaire, mais un truc de fou. Et le soir, je décide, en fait, le lendemain, j'étais dans un programme qu'on appelle Amazon Debout. On avait développé 9 camps de basket dans 9 villes du Bénin. Ouida, Parakou, Abomey, partout dans le Bénin en tout cas. Et donc, on était sur l'étape de Parakou. Et moi, j'avais ramené les chaussures pour les enfants, pour les filles à l'époque. Oui. Et ça a toujours été un symbole enfant du Bénin debout, là, le moment où je remets les équipements aux enfants. Symbole que je détiens du fait que ma mère m'avait donné une paire de baskets aussi à l'époque. Donc, c'était un peu ma transmission, ça. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, comme j'avais déjà promis aux enfants de leur remettre ces équipements-là le lendemain, du coup, je ne voulais pas rater ça. Tu tenais toi-même à ça, ouais. Ça a toujours été mon truc. De moment où, en fait, la joie que j'obtiens au moment où j'offre ça aux enfants, c'était juste un truc de dingue. Forcément, c'est symbolique pour toi parce que ça te rappelle à chaque fois. Exactement. Et donc, du coup, je n'ai pas voulu rater ça. Parce que, étant enfant, je me rappelle quand un adulte te promet et il ne fait pas, ça me brûlait le cœur. Et donc, je n'ai jamais voulu être cet adulte-là qui promet qu'il ne délivre pas. Et donc, c'est comme ça que la nuit, je décide de partir à Parakou. Et du coup, mon chauffeur habituel n'est pas disponible. Et je décide de prendre un autre chauffeur. Bon, je sais pas, après, je ne peux pas l'en vouloir. Je pense que même si c'était mon chauffeur ou moi, si Dieu a dit que ça va être comme ça, ça va être comme ça. C'est ma vision. Et donc, c'est comme ça que je prends la route
tout se passe bien. On arrive à Dassa. J'oublierai jamais à Dassa. Je mange des chachanga. Jusque-là, toute la vie normale. Et là, à un moment, je dis au gars, bon, moi, je vais dormir. Donc, je baisse mon siège un peu. Je m'assoupis un peu pour dormir. Et là, quand je me réveille, la voiture est en train de tourner sur elle-même, quoi. Donc, plusieurs tonneaux. Et au départ, je pense que je suis dans un cauchemar parce que je me souviens dans ma tête que je suis en train de rêver, en fait. Donc, je me dis, bon, c'est peut-être un cauchemar. Je vais me réveiller, je vois que je suis toujours endormi à côté. Et là, le temps, il passe. La voiture s'arrête, les roues sont en l'air. On est complètement écrabouillé à l'intérieur. J'essaie de bouger mon bras, je ne peux pas bouger mon bras. J'essaie de bouger mon pied, je ne peux pas bouger mon pied. Et là, donc j'ai une petite panique qui vient. Et après, ça c'est suivi d'un moment de certaines zénitudes où je me reprends. Et là, pareil, j'ai cette conversation divine où je me dis, Dieu, j'ai l'impression que c'est un truc très grave qui m'arrive. Je n'ai jamais eu ce genre de sensation. Et là, je demande à Dieu, je dis, je veux juste que quelque chose qui se passe. Il y a deux choix. Soit c'est l'heure et tu m'emmènes avec toi, on part en même temps. Soit, si ce n'est pas l'heure, on reste. Mais permets-moi juste d'avoir l'opportunité de voir ma femme et mes enfants. C'est la seule prière que je fais là. Et après, je perds connaissance. Et je me retrouve dans un hôpital. Je retrouve des amis à moi qui m'attendaient à parcours, qui me voient. Je suis un peu perdu. Ensuite, on me met dans l'ambulance pour Et du coup, tu as eu le temps d'appeler les gens. Oui, en fait, voilà, exactement. Donc, au moment où je suis un peu dans cette période un peu zen, là, le chauffeur, lui, n'a rien eu, mais il était paniqué et tout. Et là, je dis au chauffeur, écoute, prends mon téléphone, fais le code, voilà le code. Donc, j'appelle d'abord l'ambassadeur de France à l'époque, Marc Vizy. Je l'appelle, je laisse un message. J'appelle des amis, j'appelle en fait tous les gens clés dont j'avais besoin pour mettre le processus, pour aller ressources pour le processus ont été connectés. Et donc quand je perds connaissance, eux ils mettent tout en place pour m'acheminer, pour faire tout le truc, l'ambulance, l'hôpital. Et pareil, ça me raconte après quand j'arrive à l'hôpital, le chirurgien qui m'opère. Il y a quelques semaines, j'étais dans son bureau. Ouais, un des grands professeurs du CNHU que je salue. J'étais dans son bureau parce que je travaillais pour un projet de don de matériel médical au CNHU. Tu vois? Et donc, quand on arrive là-bas, les gens sont surpris qui disent, oh, mais c'est Ahmed, ça. Non, il me connaît et tout. Et donc, heureusement, il me fait celui qui m'opère. Et après, donc, le lendemain, directement, on me ramène ici pour continuer les soins. Et là, je tombe dans le coma. Je me réveille en octobre. Entre 29 juillet, le président Macron était en France au Bénin le 28 juillet. Wow. Donc, mon accident est dans la nuit du 29 juillet. Donc, 29 juillet, 1er août. 29 juillet, 30 juillet. Je crois que je prends l'avion le 1er août. Et du 1er août, là, je me réveille en octobre. Wow. Tu étais toujours dans le coma? Ouais. Wow. Entre Cotonou et Paris, tu étais dans le coma. Entre Cotonou et Paris, j'étais. Non, j'étais. Non, il a été évacué. Oui, tu étais évacué. J'étais évacué. Je me rappelle bien l'avion, tout. D'accord. J'arrive à Paris, je suis arrivé à Paris, je crois, le 2 août, un truc comme ça. Ok. Tu vois? Ok. Et j'intègre l'hôpital. Je me rappelle comment j'arrive à l'hôpital. Mais quand j'arrive à l'hôpital, après, vers le 2 août, là, tu sais plus. Je me suis réveillé. En tout cas, la prochaine fois que j'ai eu connaissance où j'étais, là, c'est ma femme qui me dit que ça fait presque 2 mois que je suis dans le coma. Waouh. Tu vois. Énorme. Et même tu n'y crois pas. C'est comme me montre ma photo où tu es comme un mort. En fait, tu es juste allongé comme ça, quoi. C'est même des mois après que mon beau-frère a pris une photo de moi dans le coma qui m'a montré. C'était un truc de dingue. On dit merci Dieu pour tout. Ouais. Hein. Ah ouais, franchement. Gloire à Dieu. Franchement, quoi. Gloire à Dieu. Après, je pense qu'on va peut-être switcher ce sujet parce que c'est un sujet, quand j'en parle, juste moi, ça me fait un peu un truc.
j'aime comme plus beaucoup parler de ton côté bien et tout. Ahmed, avec Aspal, c'est aussi vraiment un truc, une histoire. On a vu, franchement, tu as été manager comment on appelle, de l'équipe. Ils ont été 3 fois vice-champions dans une manière un peu successive et tout. C'est quoi ton amour, ton attachement pour Aspal, la vision que tu avais pour vraiment ce club-là? En fait, si tu veux, moi, à la base, en fait, et ça, c'est. Ben, il faut que les gens s'abonnent à vos trucs. Ben, là, je lâche les scoops, là. À la base, moi, je voulais Élan. Ah oui. Elan Football Club, ok. Et Non, là, Elan basket. Pardon, basket. Ah ouais. Tellement je suis dans. Ça, je savais pas. Ah, mais je vous lâche les scoops, là. En fait, à la base, tu vois, pareil. Donc, du coup, moi, le président Onifade, que je salue, président de la fédération, à la base, donc, du coup, moi, je dis, moi, je suis président, moi, j'aimerais bien investir, essayer de développer un club et tout. Et c'était son club Élan, à l'époque. Et donc, au départ, je dis, moi, ça m'intéresse bien, voir ce que j'aimerais apporter ma touche et tout, et tout, et tout. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème et tout, on discute et tout, ça se passe bien. Et il avait d'autres partenaires, tu vois. Et à ce moment-là, je sais pas, en tout cas, bref, ça n'a pas pu se faire entre lui et les partenaires, parce que aussi, c'est un monsieur qui est très occupé, il voyageait beaucoup, les partenaires aussi. Enfin, ça n'a pas pu se faire. Et donc, après, moi, j'ai dit, bon, écoute, vu que ça ne se fait pas, moi, je vais voir avec une autre entité. Et donc, du coup, c'est là où on parle. Il me dit, mais tiens, aussi, il y a ce club-là qui n'est pas mal et tout. Et je dis, oui, je les suis en plus de loin et tout. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit aussi, bon, tant mieux, c'est aussi bien d'aller développer les gens peut-être qui ont aussi plus besoin. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que je viens manager à Aspal, en fait. Donc, c'est comme ça que j'arrive. Et l'idée, c'est simple. L'idée, c'est montrer qu'au Bénin, on peut faire les choses comme dans les grandes villes, les grands pays. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à investir. On a amené des équipements, on a amené plein de trucs. On a développé le mindset et tout. Et puis, là, maintenant, ça commence à rouler. Il y a d'autres gars qui managent maintenant, qui gèrent maintenant. Moi, de temps en temps, je les conseille et tout. Et voilà. Aujourd'hui, c'est une des meilleures équipes du Bénin. Il n'y a rien à dire. Et par contre, en termes de com, c'est la meilleure équipe de Bénin. Là, il n'y a rien à dire par contre. Ouais, je suis d'accord. Ouais, en termes de com, en termes de ce qu'on met en place, en termes de... Je salue mon ami Deo Gracias voilà, à la manœuvre. Déo qui fait un grand travail derrière. Du coup, aujourd'hui, Ahmed, tu es au ministère des Sports, tu travailles, tu es conseiller. Parle-nous de ton rôle de conseiller du ministère ou du ministère des Sports. Mais bonne question encore. Déjà, je vais déjà remercier le chef de l'État, Patrice Talon, et le ministre des Sports, Benoît Dato. Parce que, tu vois, quand tu vis ce que j'ai vécu, où déjà le président m'avait nommé conseiller à la base. Ensuite, j'ai eu mon accident. Malgré mon accident, malgré tout le temps où je n'étais pas là, où j'étais hospitalisé, ils ont quand même pensé à moi en se disant, tiens, Ahmed, il a eu l'accident, il est maintenant handicapé, mais il peut toujours nous aider, il peut toujours servir son pays. Je pense que c'est important. Parce que beaucoup de chefs d'État n'ont pas cette vision-là. Le chef d'État Patrice Talon a eu cette vision. Le ministre d'État, le ministre Benoît Dato a eu cette vision-là aussi. Et tous les membres du gouvernement s'est dit, ce mec peut encore rapporter au pays. Et c'est important. Dans notre pays, on te dit, le mec, il est handicapé, il ne sert plus à rien du tout. Donc, c'est une vision extraordinaire que le chef d'État a eue de me ramener et se dire que je peux encore contribuer. Et ça montre aussi à tous les jeunes, à tout le monde. Et c'est pour ça que je conseille les enfants d'aller à l'école s'éduquer parce que ça montre que c'est le cerveau qui gère tout. Parce que si c'était que les membres, les pieds, je ne servirais plus à rien. Donc aujourd'hui, j'arrive à être conseiller du ministre. C'est que le ministre n'a pas besoin que je lui mette des coups de poing ou des coups de pied. Il a besoin d'avoir mon cerveau et de pouvoir aider. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc du coup, le métier de conseiller, c'est... le ministre peut me solliciter à n'importe quel moment sur des problématiques et moi, je donne mon avis. Très bien. En fonction de l'expérience. Voilà. Il me dit, Ahmed, par exemple, dans tout ce qui est basket, par exemple, j'ai que je suis un expert, je maîtrise dans les bouts des doigts. Il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que je pense de ça? Moi, je dis ça. Et il y a aussi une grosse partie aussi où c'est... déjà, je suis en charge de la jeunesse, des loisirs et du handisport. Donc, la jeunesse, c'est tout le volet associatif. Comment développer les associations, comment aider les jeunes béninois à monter en compétence sur des problématiques. Tu vois, il y a ça. Il y a le volet loisirs, les jeux, les trucs qu'on peut mettre en place pour la jeunesse. Il y a le volet handisport. Comment on développe le handisport au Bénin? Donc là, moi, je suis en train de réfléchir sur des stratégies, des choses à mettre en place pour le handisport. J'ai levé des fonds qui nous a permis d'acheter des fauteuils roulants. On a déjà les images. Voilà. Des fauteuils roulants qui valent 6 000 à 7 000 euros l'unité. Ça n'a jamais été fait au Bénin. Parce
quand même des trucs qu'il faut dire. Donc, avec 5 fauteuils roulants, tu as 30 000 euros, 40 000 euros. Ah oui. Tu vois, Facile, hein. donc, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Et donc, là, on est déjà en train de structurer le basketball fauteuil. Là, pour la première fois dans l'histoire du Bénin, en avril, fin mars-avril, le Bénin participera au championnat d'Afrique 3 contre 3 de fauteuil roulant. Ah oui. On n'a jamais fait ça. Je sais pas. Tu vois? Il y a beaucoup de choses qui arrivent de façon historique. Et Dernièrement, tout est historique, il y a un tu vois. aura. Voilà. Et même en parlant de basket, il y a un Béninois qui tournait Made in Bénin. Toundé, 100% Bénin. Il a grandi là, il a fait les camps enfants du Bénin debout. Aujourd'hui, c'est la face de l'université de Baylor, qui était au lycée en Saint-Joseph. Californie, Saint-Joseph. Meilleur marqueur de tout l'État de Californie Ah oui. dans l'histoire. Il va jouer en NBA, du coup. Il a de très fortes chances. Là, il est dans le premier tour, là, pour le moment. En fait, en NBA, en fonction de tes résultats universitaires, tu peux monter et descendre dans la draft. Ouais. Chaque semaine, Chaque je fais que semaine. consulter. Hein. Ouais. Si tu joues mal, par exemple, tu mets Ouais. 2 points aujourd'hui, tu descends 40. Si tu mets 30 points, tu remontes. Donc là, il est toujours dans le premier tour. On prie pour lui. On a de très, très, très gros espoirs. Ça va être la première fois que le Bénin va avoir un jeune qui va en NBA qui vient du Bénin. En tout cas, on lui envoie que des ondes positives. Tourné, on est avec toi, on prie pour toi. On est avec toi. On a hâte que tu Toujours. ailles, que tu nous représentes. Réserve-moi juste ma place là, le jour de la draft. Le message Je est viens. passé. Hein. Voilà, je te dis ça. Bon, si on peut avoir de places aussi. Ah, on va avec plaisir, on va voir Tourné. s'il peut trouver des places. Mais déjà, et ce que j'aime, c'est l'humilité de ce petit. Pas plus tard que la semaine dernière, je l'ai appelé et il était occupé. Il est très, très occupé. Mais il a pris le temps de me rappeler, de prendre des nouvelles. Et franchement, il y a déjà quelque chose que je salue déjà chez lui. Toundé, avant même d'aller à l'université de Baylor, a rénové un terrain de basket déjà. Ah oui. Oui. Il a la vision, lui. Ouais. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Le terrain de basketball, je crois que c'est dans une école à Djougou, À Djougou. Ouais, a j'ai vu été les refait images. par Toundé Yessouf. Ok. Ok. Déjà quittant le lycée pour venir à l'université, il a fait ça. Donc on a hâte qu'il continue à aider le pays, qu'il continue à impacter le pays, qu'il continue à bien représenter le pays. Ahmed, tu l'auras compris, on est tout doucement en train de finir ce podcast. On aurait aimé continuer à voir plus, mais certainement qu'il y aura une autre partie. Il faut qu'on fasse une Ah bah ouais, Voilà. franchement, Il y a trop de- parti tout Parce là. que- parce qu'il y a trop de beaucoup de parcours, choses à trop de dire. De toute façon, ça va dépendre de vous qui êtes dans les commentaires. Relayez massivement. Donc là, nous, ça va nous motiver à revenir pour vous parler de plein de choses intéressantes. Est-ce que tu as... Relais maximum parce que j'ai plein d'anecdotes que j'ai pas pu lâcher là. 1 heure, c'est trop court. Voilà. Et sachant que Ahmed, c'est quand même un homme très occupé. Merci franchement de Merci bien. nous avoir fait ce plaisir, là, c'est ton heure. Les gens ne savent pas, mais on programme ce podcast depuis septembre. Oui, hein, qu'on n'arrive pas à parler. Hein. Ça, c'est aussi une anecdote quand même. Ben oui, on est en train de... Parce que il faut coordonner les emplois du temps de Je te chacun et jure. tout. C'est pas Vraiment, évident. vraiment. Mais vraiment, c'est un grand plaisir. Est-ce que tu as un mot de fin? Ben, mon mot de fin, c'est, comme je disais, je parlais avec un ami hier. Moi, je suis dans une phase de ma vie maintenant où je suis dans la transmission. C'est pour ça, ce genre de podcast, c'est intéressant pour moi. Moi, le reste de ma vie maintenant, c'est partager avec les jeunes, échanger avec les jeunes, vous écouter et vous donner aussi les clés qui vous permettront de réussir vos vies d'être successful. Donc, je suis à vos dispositions. Mon métier de conseiller aussi me met à vos dispositions. Je suis là pour aider, pour conseiller. Donc, c'est ce que je fais. Cette jeunesse africaine qui est pleine de talent, qui peut aller très, très loin, faire plus que nous, les anciens, ce que nous, on a fait. Et c'est mon rêve de voir des jeunes comme Toundé et d'autres jeunes exceller. Des jeunes comme vous aussi exceller parce que je vous suis sur ce que vous faites. 11 et Bénin Bascop, ce que vous faites pour le sport, pour la jeunesse aussi, c'est important. Parce que vous êtes jeune aussi, mais vous avez déjà une vision, c'est ce qui est intéressant. Et c'est cette image-là que moi, j'ai envie que les jeunes aient. C'est pas juste faire la fête, faire les trucs. Non, on peut s'amuser en mettant de l'impact, en créant de l'impact. Surtout, moi, je vais terminer sur ce mot impact. Je pense qu'on ne vient pas sur cette terre juste comme ça. Venez sur cette terre, créez des choses, impactez cette terre, de telle manière que le jour où vous repartez, vous laissez une trace sur terre. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire ici en partant. Montrer aussi un exemple à mes enfants, à ma famille, aux gens autour de moi, à tous les gens qui m'ont côtoyé. Donc, venez sur cette terre, faites ce que vous avez à faire, mais laissez des traces derrière. Voilà. Voilà Merci qui est bien, dit. Ahmed. Rachidi, est-ce que tu as un mot de fin? Bah, je pense que le mot de fin, c'est vraiment, en tout cas, remercier Ahmed. Hein, franchement, l'opportunité de passer 1 heure comme ça dans un podcast avec lui, c'est très rare de pouvoir quand même, avec son agenda chargé, tout ça. Franchement, merci bien. Et voilà, on espère quand même avoir peut-être
partie 2 ou un truc comme ça, vous quand même discuter beaucoup plus encore. Ouais, tout cas, faisons une partie de au Bénin. N'est-ce pas? Bah ouais, Oui. carrément. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est à programmer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes, à vous tous qui êtes là, que ce soit Ahmed, Rachidi, pour l'opportunité. Et quant à vous qui êtes dans les commentaires de l'autre côté, merci d'avoir suivi ce podcast. On se donne rendez-vous une prochaine fois, comme vous le savez, pour un nouveau numéro. Ciao, 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 ciao.